Merci beaucoup Bénédicte, merci beaucoup Michel Younes pour l'organisation de ce colloque très important. Je commence tout de suite. Donc notre présentation s'intitule De l'islamologie appliquée à l'islamismologie appliquée. Je vais présenter ça avec professeur Patrice Proder. C'est dans le sillage bien évidemment du travail conceptuel de prof Mohamed Harkoun sur l'islamologie appliquée que s'inscrit notre approche d'islamismologie appliquée. Nous bâtissons initialement sur son approche de professeur Mohamed Harkoun, bien évidemment, avec des éléments de ressemblance et de différence que nous préciserons dans les prochaines minutes. Notre présentation se divise en 5 parties. Je vais présenter les 2 premières. Pourquoi une islamismologie appliquée? Deuxièmement, l'islamismologie appliquée, choix épistémologique. Et troisième, quatrième vont présenter par professeur Patrice Proder une comparaison entre l'islamologie appliquée et l'islamismologie appliquée. Et quatrième, les axes de recherche prioritaires de l'islamismologie appliquée. On va finir ensemble en vous présentant une application de notre approche, l'islamismologie appliquée, sur le phénomène de la radicalisation au nom de l'islam, mêlant à la violence, bien évidemment. La première partie maintenant, pourquoi une islamismologie appliquée? 6 raisons nous avons poussé pour réfléchir à évoluer cette approche. La première raison, c'est qu'il existe une multitude d'amalgames entre 2 champs d'études, à notre avis, qui doivent être clairement distingués. Celui de l'islam, islam ici on peut mettre un S aisément aussi, comme religion, et celui de l'islamisme comme idéologie politique basée sur une interprétation positiviste de l'islam. Je vous donne ici 2 exemples qui font l'amalgame total entre les deux. Donc, dans le premier, on va voir tout de suite les textes fondateurs de l'islam face à la modernité. Comme nous avons un seul islam seulement, ou qu'il y a une tendance qui peut présenter totalement l'islam. Dans le deuxième exemple aussi, l'islamisme, vrai visage de l'islam. Donc, il y a des amalgames aussi entre islam avec S comme religion et islamisme comme idéologie politique. La deuxième raison que nous a poussé aussi à réfléchir à cette approche, que l'islamisme avec cette transformation, son devenir, est d'une importance majeure non seulement pour les pays arabo-musulmans du Moyen-Orient, mais également pour les autres pays à majorité musulmane, ainsi que pour plusieurs minorités musulmanes importantes dans d'autres États-nations, et aussi pour le non-musulman, bien évidemment. La troisième raison, donc la littérature académique existante jusqu'à aujourd'hui, nous montre qu'il n'y a pas de consensus entre les chercheurs sur presque toutes les problématiques et les dilemmes que pose l'islamisme, tels que, entre autres, les effets de son héritage théorique, les effets discursifs sur sa vision d'État, de la démocratie, ou encore sur le comment vivre ensemble en paix. Il y a au moins 4 tendances analytiques. La première tendance, certains chercheurs tendent à qualifier l'islamisme comme étant une mouvance antimoderniste et violente par nature. Alors donc, c'est une tendance dominée par des arabo-musulmans qui font l'étude sur l'islamisme directement, donc islamismologues, bien évidemment. Deuxième tendance, au contraire, d'autres chercheurs ont tendance à décrire l'islamisme comme un mouvement pro-modernité et modéré. Ce sont donc des chercheurs qui viennent surtout des sciences po, comme Burga par exemple. Et troisième, en revanche, une troisième catégorie des chercheurs note que les 2 courants, ça veut dire moderniste et modéré et antimoderniste et violent, se croisent à l'intérieur de l'organisation. Donc ce sont plutôt des sociologues, anthropologues aussi. Enfin, d'autres chercheurs sont convaincus que les islamistes sont en voie de se convertir vers la modernité et la modération, mais que plusieurs défis les attendent avant de pouvoir être qualifiés d'être modernistes et démocrates et modérés. Donc c'est une tendance aussi dominée par des sociologues et anthropologues, bien évidemment, surtout non arabo-musulmans. La quatrième raison, malgré que des historiens commencent à rendre publiques certaines sources primaires, comme celle de Gamal el-Banna, le petit frère du fondateur de Frères musulmans et son premier guide suprême, dans son ouvrage qui s'intitule « Des documents inconnus des Frères musulmans », ces documents restent rarement analysés, malgré leur importance cruciale pour mieux comprendre l'émergence
de l'islamisme et de pouvoir mieux trancher sur sa comptabilité par rapport à la modernité et la modération. Donc Gamal el-Banna part des deux communs, d'accord, dit par exemple que Hassan el-Banna réfléchit à fonder les frères musulmans pas pour la question de khilafa, etc., mais simplement pour gagner de l'argent. Parce qu'il a dit, si en Arabie Saoudite on gagne de l'argent à cause du pétrole, ici en Égypte on peut gagner de l'argent à cause de la religion. Par le moyen de la religion, on peut gagner plus d'argent, avec des deux communs, avec des lettres envoyées, échangées entre lui et son père. Donc ça va contre la tendance dominante dans la littérature en disant que voilà, le frère musulman a été créé comme organisation face aux chutes du califat, etc. Rien à voir avec. Cinquième raison que nous a poussé aussi à réfléchir à cette approche, qu'il y a beaucoup de littérature sympathisante, justifiante, surtout dans les littératures occidentales, avec les frères musulmans. Donc cette littérature est mise en question, en cause récemment par beaucoup de penseurs arabo-musulmans. Il y a des chercheurs comme Talal Assad, l'américain, Sabah Mahmoud ici aux États-Unis, Noah Feldman, Khalid Fahmy, qui sont tous aux États-Unis. Alors donc, sont sympathisants avec les frères musulmans parce qu'ils croient que les frères musulmans, c'est une organisation post-moderniste. Post-moderniste comment? Ce n'est pas parce que les islamistes, pour répondre à cette tendance, on dit ce n'est pas parce que les islamistes adressent des critiques envers la modernité qu'ils sont post-modernistes. Pas du tout. Premièrement, c'est impensable de croire qu'un discours fondé sur des certitudes d'origine divine puisse contenir un discours relativiste comme celui des postmodernistes. Deuxièmement, en critiquant les conséquences sociétales et politiques de la modernité, les postmodernistes revendiquent plus de liberté d'autonomie individuelle à l'égard des autorités qui incarnent les valeurs de la modernité, alors que les islamistes veulent moins de liberté et d'autonomie individuelle parce que ce que la modernité propose enfin. Troisièmement, le postmoderniste allude que la laïcité telle qu'elle est appliquée en France, par exemple, en interdisant aux citoyens le droit de manifester certaines appartenances religieuses dans certains espaces publics, ne garantit pas la liberté de conscience pour tous les citoyens. Par contre, l'islamisme nourrit d'amalgame entre le religieux et le politique. L'espace public devient automatiquement saturé par le religieux. Et finalement, le postmodernisme est une réaction endogène à la modernité. Par contre, l'islam politique est une réaction exogène qui rejette cette dernière par la régression et non pas pour améliorer la situation de l'homme dans le monde. Une deuxième tendance ignore l'importance des textes fondateurs pour comprendre les textes fondateurs des islamistes pour comprendre l'islamisme. Donc une tendance qu'on peut l'appeler il y a un manque d'importance donnée aux textes fondateurs. Pourquoi ils ignorent l'importance des textes fondateurs? Ils disent que si on va analyser les islamistes à partir des textes fondateurs, c'est une réduction. Et à mon avis, c'est le contraire. Si on ne commence pas à comprendre les frères musulmans et les islamistes en analysant leurs textes fondateurs, on va faire au contraire une réduction. Il faut comparer les textes fondateurs avec la réalité, l'ère de secours avec l'ère de secours, etc. Bref, si Keppel est critiqué, parce que nous sommes en France, il y a trois qui dominent la scène de l'islamisme, si Keppel est critiqué d'être très livresque, en postulant que ce sont les textes fondateurs qui éclairent la pratique et l'imaginaire politique des acteurs islamistes, Burga aussi, qui critique Keppel, peut être de son tour critiqué d'avoir fait l'inverse. Notre approche, professeur Proder et moi, pour nous, ce sont les dynamiques bilatérales entre textes fondateurs et acteurs qui peuvent seuls expliquer le phénomène de l'islam politique en profondeur et sans idées clichés, comme ça montre le chemin que vous voyez. La troisième tendance dominante qu'on critique dans la littérature occidentale, surtout qu'il y a une tendance qui présente l'islam comme une religion politique, par nature. C'est pas vrai. Et que les islamistes, ce sont les seuls représentants, le porte-parole de l'islam. On réduit l'islam à l'islamisme. Et voilà, ils font ça au nom de post-colonialisme.
C'est-à-dire en disant, voilà, on va donner la parole aux musulmans. Et ils ont choisi parmi nous, donc parmi les musulmans, une tendance, l'islamisme, d'accord? On a réduit toute la culture islamique et toute la civilisation islamique et toute la tendance islamique en une seule tendance, l'islamisme. Présenter l'islamisme comme le porte-parole ou le vrai représentant de la culture arabe-musulmane n'est pas des post-colonialisme, mais une autre sorte d'orientalisme, parce qu'en fin de compte, la religion islamique, c'est comme toutes les autres religions, on va trouver là-dedans beaucoup de tendances. Il y a une laïcité au nom de l'islam, très émergente maintenant, au nom même de l'islam, se basant sur des textes fondateurs de l'islam. On dit que voilà, l'islam, enfin, c'est une religion laïque par excellence. Donc, c'est pas le moment d'expliquer tout ça. Donc, en fin de compte, pour nous, la place de l'islamisme dans la pensée arabe-musulmane, c'est une composante parmi d'autres, et on ne peut pas réduire toute la civilisation islamique à une tendance. La sixième raison que nous a poussé à réfléchir à cette tendance, que les auteurs arabes sont rarement cités dans la littérature en français ou en anglais. Il y a une rupture entre les deux mondes en ce qui concerne l'analyse du phénomène de l'islamisme. Malgré l'importance cruciale de leurs textes dans la compréhension de l'objet d'étude qui représente l'importante question de l'islamisme. Alors donc il y a une rupture entre les deux mondes, et aujourd'hui, à mon avis, par la présence de Français, des Canadiens, des Français d'origine arabe, donc on a commencé les dialogues. La deuxième partie, l'islamismologie appliquée. Donc je veux présenter très vite ces choix épistémologiques. L'islamismologie appliquée. Séparer clairement, alors donc notre point de départ, c'est séparer clairement les deux champs d'études, islamisme, comme je viens d'expliquer, quoiqu'ils demeurent principalement complémentaires dans le cadre d'une approche interdisciplinaire. Et à mon avis, c'est à partir de cette distinction entre les deux qu'on va comprendre beaucoup de choses. Par exemple, des musulmans, surtout islamistes, font l'amalgame entre islam et islamisme. Nous sommes d'accord. D'autre part, des non-musulmans font le même amalgame, soit d'un point de vue islamophobe, soit d'un point de vue islamophile ou islamismophile. Nous sommes d'accord aussi. C'est lorsqu'il y a cet amalgame entre islam et islamisme que la perception des uns et des autres se retrouve trop souvent à porte-à-faux, d'où des débats interminables et des jugements de valeur des uns sur les autres qui nous entraînent aux antipodes de bien vivre ensemble. Alors donc, un schéma très simpliste, d'accord ? Alors donc, pour bien comprendre les discours de quelqu'un, on doit comprendre il est qui d'abord. Est-ce qu'il est musulman ou non musulman? Pourquoi? Parce que au Canada, par exemple, on a commencé, il y a une tendance islamiste très, très importante au Canada qui peut accuser même un musulman d'être islamophobe. Imaginez. Alors, si on va comprendre qui parle d'abord, pour ne pas dire des conneries, désolé. Alors, musulmans, nous avons des non-musulmans, bien évidemment. Et nous avons des musulmans islamistes. Et nous avons des musulmans anti-islamistes. Il y a beaucoup de musulmans qui sont anti-islamistes. Est-ce qu'on peut les qualifier d'islamophobes? Bien évidemment, non. Nous avons aussi islamophobes et nous avons islamismophobes. Nous avons anti-musulmans, nous avons anti-islamistes. Nous avons islamophiles et nous avons islamismophiles. François Perga, par exemple, pour moi, c'est un islamismophile. Alors, donc, deuxième point de départ pour nous, donc, c'est un nouveau champ disciplinaire, l'islamismologie appliquée, qui occupe une place mitoyenne d'études académiques entre l'islamologie et là où les sciences politiques principalement. Comme vous voyez, donc, c'est une place mitoyenne entre les deux. Et l'islamismologie appliquée fait appel à toutes les disciplines, surtout l'économie islamique. Histoire, surtout histoire des idées, histoire de l'islamisme, tout ça, anthropologie, sociologie politique, sociologie de mouvements sociaux, sociologie de l'islamisme, sciences de religion, islamismologie en particulier, même psychologie de mouvements religieux et sectaires, parce que je classe l'islamisme parmi les mouvements sectaires, enfin, linguistique appliquée, droit musulman, charia, tout ça. Donc, l'islamismologie appliquée, c'est un champ d'études interdisciplinaire
par excellence. L'islamismologie appliquée exige un recul épistémologique préalable. Le recul épistémologique préalable le plus prioritaire est celui qui doit faire face au concept de la recherche elle-même. Car pour nous, la recherche, pour moi et professeur Proder, la recherche est elle-même, dans le cadre de l'islamismologie appliquée, c'est une action, c'est une intervention. L'islamisme comme objet et sujet de l'islamismologie appliquée. L'islamismologie appliquée présente des schémas qui prennent en considération les spécificités de l'environnement politique, légal et éthique, de même que les ressources disponibles aux islamistes qui en privilégient l'emploi tant discursif que comportemental. L'islamismologie appliquée est un champ d'études appliqué basé sur une volonté d'intervention citoyenne. Une volonté d'intervention cognitive qui donne lieu à une intervention par le biais d'une recherche académique combattant un changement social vers des valeurs citoyennes. Donc en critiquant l'islamisme, donc pour nous c'est une intervention citoyenne enfin. La réflexivité est au cœur de l'islamismologie appliquée. Dans le cadre d'une recherche en islamismologie appliquée, le chercheur doit être conscient que le premier pas à franchir doit être un travail sur le soi, de sorte de mieux comprendre le pourquoi et la réalisation d'une recherche sur un ou des mouvements islamistes. On commence toujours une étude d'une islamismologie appliquée en disant pourquoi je fais ça, un parcours sur moi-même pour dire enfin voilà c'est ma subjectivité à moi qui va être objectif enfin parce que j'ai présenté ma subjectivité. L'islamismologie appliquée appelle la transdisciplinarité. La transdisciplinarité devient ipso facto une nécessité où le dialogue entre et au-delà des disciplines scientifiques indispensables. Les problèmes liés à l'islamisme comme la violence, l'inégalité des sexes et l'incompatibilité avec la modernité sociopolitique appellent à ce dialogue. Ils appliquent afin de les référiner de communication où d'une part chaque discipline doit offrir ses apports et d'autre part un espace doit être créé au-delà de ceci. Nous pensons que l'islamismologie appliquée peut aider l'islamismologue dans cette mission, posant comme hypothèse que les découvertes, l'innovation et les nouvelles pistes de réflexion se cachent souvent dans des zones de faille entre les disciplines. Je laisse la parole au professeur Proder. Liberté de pouvoir parler sans masque. Voilà, merci. Et puis je continue donc avec la troisième et la quatrième partie. J'enchaîne avec cette comparaison entre l'islamologie appliquée et l'islamismologie appliquée. Alors, il y a 4 gîtes de comparaison. L'objet d'étude en tant que tel, les choix épistémologiques, les choix méthodologiques, puis enfin le projet intellectuel. Comme vous voyez, donc, on juxtapose à gauche la colonne qui provient évidemment d'un résumé très succinct de notre compréhension de l'islamologie appliquée selon le professeur Mohamed Harkoun, qui s'est révélé évidemment sur plusieurs publications durant plusieurs années qui sont reflétées ici. Puis à droite, vous avez la colonne de notre livre conjoint, donc de Wael et moi-même, qu'on a intitulé l'islamismologie appliquée. Donc, dans un premier temps, au niveau de l'objet d'étude, donc au niveau de l'objet d'étude du côté gauche donc, du professeur Harkoun, c'est l'islam, les textes religieux, l'histoire, où l'accent est mis principalement sur la réinterprétation de textes en utilisant une approche historico-anthropologique. Donc, il y a une interdisciplinarité, certes, mais qui se limite principalement à l'approche historico-critique et une certaine approche, je dirais, en début de décolonialisme, en avant-garde, je dirais, que le professeur Harkoun a appliqué donc à l'étude de l'islam. De notre côté, par contre, notre objet d'étude, donc, ce qui est l'islamisme en particulier, donc en partie une branche de cette diversité des islams contemporains. Donc, on étudie les mouvements islamistes, les discours, les prises de décision, la gouvernance, les usages des textes religieux, etc., où l'accent est mis sur une compréhension ou une recompréhension des mouvements islamistes. Et par recompréhension, on veut indiquer simplement que parfois, il y a d'autres
d'autres chercheurs qui ont déjà fait des publications avec lesquelles on est d'accord, donc on répète et on inclut ces compréhensions des mouvements islamistes, et puis finalement, on note l'importance de différents degrés de décalage entre discours et action. Et donc, il y a une triangulation qui se fait finalement entre des textes fondateurs que tout le monde peut lire et que finalement, après, on regarde au niveau des discours plus qui sont issus en partie de ces textes fondateurs, mais dans différents contextes, selon différents milieux nationaux, selon différents événements qui ont des impacts transnationaux, et puis finalement, différents lieux d'action par les acteurs dits islamistes, avec évidemment tout un éventail d'acteurs qui va je dirais, islamistes mais non violents à islamistes violents, et puis ensuite de radicaliser à un point tel que là, on peut devenir même à l'extrême terroriste. Donc, on reconnaît très bien qu'il y a une grande diversité à l'intérieur de l'islamisme, à la fois des discours et des actions. C'est très important. Et puis, c'est une question justement de mieux comprendre et contextualiser ces différences et de pouvoir ensuite comprendre les liens entre ces éléments. Le deuxième aspect, ce sont les choix épistémologiques. Donc, selon nous, l'approche de Mohamed Harkoun, donc c'est une approche critique du texte religieux et de ses interprétations, comme on l'a dit, en différenciant entre le fait coranique et le fait islamique. Donc, ça c'est d'une part. Et c'est une approche qui est interdisciplinaire plutôt que de type pluridisciplinaire, où l'étude d'un objet d'une seule principale discipline versus par plusieurs disciplines à la fois, dans son cas, surtout anthropologie et linguistique. Parce qu'il y a quand même une influence de la phénoménologie linguistique qui influence la pensée de Mohamed Harkoun. Donc, en plus de... Et ça, c'est en partie relié à je dirais, à l'étude de l'herméneutique et ses influences dans l'histoire historico-critique, et aussi en partie aussi sur l'anthropologie. Donc, l'islamologue est un chercheur-penseur, donc en résumé. De notre côté, les choix épistémologiques que nous faisons, c'est une approche également critique de l'usage des textes, des pratiques et des actions sociopolitiques des mouvements islamistes en différenciant entre le fait islamique et le fait islamiste. Donc, déjà, c'est un peu plus large, je dirais, que ce dont traite le professeur Harkoun, enfin, traitait. Et puis, nous avons une approche interdisciplinaire plutôt de type transdisciplinaire, donc où on rassemble les savoirs au-delà des disciplines, dépassant ainsi les frontières étroites fixées souvent pour chacune d'entre elles, refusant de diviser le monde et ses problèmes en disciplines. Il y a une approche également qui est réflexive, donc où on prend conscience des subjectivités des uns et des autres. Et puis, on est dans une approche actionnelle de la production académique, sachant fort bien que la production académique, elle est elle-même fait partie également de l'ensemble de tout ce qui interagit par rapport à cette question ou cette thématique de ou des islamismes, parce qu'on peut aussi rajouter possiblement un S au concept d'islamisme, de la même façon avec lequel on le fait parfois pour islam au pluriel, pour indiquer justement cette diversité intra-islamique ou intra-islamisme. Et l'islamologue, en conclusion, donc, est un chercheur qui se veut finalement intervenir. Donc, c'est à la fois un chercheur qui étudie, qui est penseur, mais aussi intervenant sur différents terrains. Troisièmement, donc, il y a des choix méthodologiques qui sont issus en partie justement de ces choix de positionnement intellectuel. Donc, d'un côté, pour le professeur Harkoun, c'est l'analyse du discours plutôt herméneutique, comme je le disais auparavant. Et de notre côté, donc, c'est des méthodes mixtes sont le moyen le plus efficace pour répondre aux besoins méthodologiques à la vision interdisciplinaire de ce nouveau champ d'études. Donc, et par analyse de discours mixte, oui, c'est le quantitatif et le qualitatif, mais c'est aussi l'herméneutique critique et réflexive qui est très importante pour nous, puisque ça fait partie d'une approche postmoderne, d'une approche où finalement on se rend compte qu'il n'y a pas d'objectivité parfaite, il n'y en a pas, point. Et puis donc on est dans l'intersubjectivité, et donc la réflexion est absolument essentielle, que ce soit entre nous chercheurs, entre nous, Wael et moi, donc il y a tout un processus d'échange et de réflexivité
objectivité entre nous, et évidemment avec les acteurs du milieu, donc avec les personnes qui s'identifient directement ou indirectement à ce que nous, on peut appeler islamisme, mais que eux vont peut-être justement appeler islam de façon plus générale. Et là, ben, évidemment, il y a des différences, il y a des interactions qui sont parfois un peu difficiles au niveau des perceptions respectives, mais on respecte le fait que chacun s'inscrit à partir d'une subjectivité particulière, et c'est à nous, les chercheurs, de bien les comprendre, ces ancrages de personnes qui se disent musulmanes d'une certaine façon, mais que nous, de par leur emphase sur un islam plus politique, feront partie de ce que nous appellerons peut-être justement ce phénomène de l'islamisme. Et parce que là, on est fort conscient que les définitions vont varier des uns et des autres. Donc, il faut prendre ça en considération. Pardon. Et la dernière partie, donc la quatrième partie à clarifier entre l'islamologie appliquée du professeur Harkoun, c'est le projet intellectuel qui est pour lui la critique de la raison islamique. Et nous, ben, c'est à la fois la critique de la logique islamiste. Et alors déjà, logique, c'est un aspect qui est peut-être plus large en quelque part, selon moi, enfin, à la notion de raison. Et puis ensuite, c'est la critique du discours islamiste en particulier. Donc voilà, ce sont 4 éléments de différenciation entre l'approche très très riche et qui a marqué et qui continue de marquer d'ailleurs, justement, comme l'a dit Bénédicte dans son introduction, les approches des chercheurs ici à Lyon, dans l'équipe. Et nous, on a voulu essayer d'aller un peu plus loin et de spécifier justement le rapport de l'héritage harkounien à cette étude plus particulièrement du phénomène des islamismes. Voilà. Donc ça, c'est le livre en question donc, que nous avons publié en 2017. On est en train d'en faire une nouvelle édition avec quelques chapitres rajoutés et qui sera publié à la fois en français et en anglais et possiblement en arabe en même temps, Inch'Allah, comme on dit, si Dieu le veut, de façon justement à essayer de s'assurer que si on permet une publication simultanée dans 3 langues, bien là, on va rejoindre différents publics. Et c'est très important, mais je dois dire qu'il y a un défi dans la traduction. Comme vous le savez, les termes islamisme versus islam, etc., je veux dire, lorsqu'on traduit, ben, c'est pas non plus en arabe, juste pour parler de l'arabe, c'est pas toujours des concepts qui sont acceptés unitairement. Enfin, c'est un processus plus récent de traduction, et donc c'est pas évident du tout, donc ces questions de traduction, mais elles sont importantes parce que ça marque en quelque part, à mon avis, ces interactions qui sont interculturelles, interlinguistiques, interreligieuses, etc., interidéologiques et interépistémologiques. Voilà. La 4e partie de notre présentation, elle est très courte. Elle n'a que 2 diapositives. Alors, on arrive vers la fin là, de notre présentation. Donc, ce sont les axes de recherche que l'on veut prioritaires dans notre approche. Donc, il y en a 10. Donc, il y a l'islam et l'islamisme. Donc, juste distinguer justement davantage entre religion et idéologie, sachant fort bien que la distinction appelle aussi d'une interaction, d'un chevauchement entre les deux. Donc, c'est là que c'est complexe, justement, ces relations. Donc, on ne veut pas tomber non plus en distinguant dans le binarisme. D'accord? Donc ça c'est important. L'axe 2, c'est regarder l'histoire, l'évolution, les tendances de l'islamisme. On ne peut pas comprendre évidemment cette diversité actuelle, foisonnante dans différents contextes géographiques de la planète et dans différents milieux également de l'espace de l'Internet, donc cet espace non physique. Donc dans ces contextes, ben, il y a des histoires qui sont à prendre en considération pour justement mieux comprendre les formats, les formations contemporaines. On veut étudier en 3e lieu les discours islamistes dans la modernité avancée. 4e, les discours et les pratiques des islamistes dans une perspective comparative, parce que justement, si on compare, je ne sais pas moi, le Nigeria au Mozambique plus récemment, à la Somalie, avec ce qui se passe en Afghanistan, puis même en Indonésie dans certaines régions, etc., ben, on a des réalités très différentes. Et c'est absolument essentiel en faisant ces comparaisons. Ben d'abord, on a besoin de les faire, mais il faut ensuite contextualiser, et ça prend à la fois des connaissances historiques et des connaissances linguistiques diversifiées pour finalement essayer de voir qu'est-ce qui est de l'ordre du semblable et qu'est-ce qui est de l'ordre des différences. Voilà.
L'axe 5, c'est l'islamisme dans les relations internationales et comment est-ce que justement que ce soit des approches qui demeurent en quelque part dans une logique coloniale ou impérialiste dans certains discours de ministère des Affaires étrangères selon certains pays, versus les questions justement des rapports avec les pays qui ont cet héritage colonial d'un côté mais qui travaillent à surpasser ces héritages d'une part dans certains milieux, et évidemment les pays à majorité musulmane ou ceux qui ont une forte minorité musulmane. Il y a des interactions et les politiques ne sont donc pas les mêmes au niveau à la fois interne de chacun de ces États-nations, mais surtout par rapport aux relations internationales, dans leur positionnement, au niveau de la diplomatie et de ce qu'on appelle les interactions globales, donc de relations internationales. Si nous étudions, ou enfin nous voulons étudier l'islamisme et les questions sécuritaires, parce qu'évidemment, une partie de la subjectivité qui fait qu'on veut distinguer entre islam et islamisme provient justement de l'émergence de cet accroissement énorme à l'échelle planétaire, de la sécuritarisation des réalités politiques en relations internationales, due entre autres à l'impact du 11 septembre 2001. Et donc, je crois que c'est important de parler justement de ces questions et définition de qu'est-ce que constitue la sécurité, de quel point de vue on parle. Parce qu'évidemment, là, on entre dans différentes idéologies politiques et c'est absolument essentiel de voir comment elles influencent justement et parfois instrumentalisent des définitions ou des discours des uns et des autres, quels qu'ils soient, dans leur diversité, telle que l'a présenté donc déjà en survol mon collègue Wael. On essaie de parler justement de l'islamisme et de la radicalisation et violence au nom de l'islam comme étant un des aspects, mais comme vous voyez, c'est un axe, c'est pas l'ensemble. Donc, on ne réduit pas tout l'islamisme à la radicalisation extrême et ainsi de suite. Donc, c'est un angle, c'est un aspect, mais on ne totalise pas l'ensemble de l'islamisme à des comportements de radicalisation de violence, etc., etc. Donc là, encore une fois, c'est très important de nuancer et éventuellement, mais ça c'est un énorme défi, je dirais, académique, c'est de mesurer la proportionnalité de ces différents positionnements idéologiques au sein des islamismes. Et ça, c'est pas évident du tout. On le sait, les questions de statistiques au niveau identitaire, déjà, juste ça, c'est compliqué et ça varie beaucoup. Et on peut difficilement compter sur les efforts de certains organismes de recherche internationaux comme la Pew Foundation, Pew Research Foundation aux États-Unis pour essayer de mesurer les différentes identités religieuses à travers la planète. Déjà, les résultats sont des résultats initiaux, je dirais, mais c'est très complexe, ces questions, au niveau, et on pourra en parler davantage si on a le temps. L'axe 8, c'est l'identité et l'altérité dans le discours islamiste, donc l'altérité à la fois intra-islamique et à l'extérieur de l'islam. Donc ça, c'est important aussi parce qu'on le sait fort bien, une partie justement des tensions de l'islamisme, des islamismes modernes et contemporains ont affecté énormément les dynamiques intra-islamiques. D'abord et avant tout, c'est là que se fait justement une forme d'altérité et puis par la suite également en relation et en tension avec différentes formes d'alternité extérieure, dont entre autres l'héritage des influences des États-Unis, entre autres au niveau du Moyen-Orient et de d'autres régions à majorité musulmane dans les décennies précédentes. Et puis finalement, bon, il y a l'axe l'islamisme-économie. C'est assez simple, simple de le dire, de le mentionner, mais c'est une autre chose que de l'étudier, mais c'est pas ma force, donc je passe rapidement par-dessus. Et puis il y a l'axe 10 sur l'islamisme dans les sciences sociales et humaines, les difficultés, les enjeux épistémiques et méthodologiques, où s'inscrit en fait ce que nous faisons actuellement dans cette présentation et au niveau du livre. Donc nous, en fait, le livre en question et sa nouvelle édition, etc., s'inscrit plutôt sur cet axe 10-là. D'accord ? Voilà. Donc, maintenant, pour la 5e et dernière partie, on va faire l'alternance. Donc, voilà. Donc, puisqu'on parle de l'islamismologie appliquée, donc on va appliquer notre approche sur le phénomène de la radicalisation mêlant à la violence au nom de l'islam. Alors, donc, l'islamismologie appliquée cherche à mieux comprendre pourquoi et comment une personne se radicalise et comment cette radicalisation peut mener à une violence au nom de l'islam. Elle cherche en même temps à prendre en considération le contexte et identifier les idées qui justifient ou théorisent la violence, idées sans lesquelles le radicalisé ne peut pas penser un discours violent et commettre des actes sous le label religieux. Donc l'approche que l'islamismologie appliquée propose est donc à la fois horizontale,
donc un contexte macro de chaque personne réalisée, que j'appellerais même glocal, de voir comment les réalités du local, de la vie familiale, de l'environnement, du quartier où l'on grandit, où l'on vit, etc., comment tout ça est imbriqué dans différents degrés d'influence qui vont évidemment au national, au régional, et puis à l'international, et au global, et puis ensuite, en plus, avec la couche de l'Internet qui s'ajoute, qui n'est pas physiquement nulle part, mais qui est d'énorme influence. Et puis le contexte plus vertical, donc contexte micro de chaque personne radicalisée. Voilà. L'islamismologie appliquée considère que l'islamisme, en fonction des textes fondateurs qui structurent sa vision du monde, est une mouvance intrinsèquement violente. Discursive, violence de toutes sortes, discursive, symbolique, psychologique et physique. Si l'appartenance à l'islamisme constitue le facteur primordial de la radicalisation menant à la violence au nom de l'islam, il faut également étudier au cas par cas les situations pour identifier les autres facteurs qui entrent en jeu. Ainsi, dans le processus de la radicalisation menant à la violence au nom de l'islam, donc l'islamismologie appliquée ne nie pas l'importance des facteurs sociopolitico-économiques qui doivent toujours être considérés selon chacun des cas étudiés. Il ne s'agit donc ni d'une radicalisation de l'islam, ni d'une islamisation de la radicalité, comme on l'a déjà entendu de part et d'autre selon différentes approches de différents chercheurs. Mais on est content qu'ils aient fait ce travail en passant, parce que c'est comme si on utilise ça pour réfléchir davantage et avancer dans la réflexion. Exactement. Donc, oui, on se distingue et en partie, on réfute, mais on le fait en partie parce qu'il y a eu ce travail au préalable qu'on apprécie beaucoup. Car l'islamisme n'est pas l'islam, car l'islamisme, qui n'est pas l'islam, est la principale source de la radicalisation menant à la violence au nom de l'islam. Donc voilà notre nuance, si je peux m'exprimer ainsi. L'islamismologie appliquée n'est pas un essentialisme imposé à l'étude du phénomène de l'islamisme. C'est ce phénomène même qu'il exige de par son épistémologie positiviste. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est justement de ne pas refléter le positivisme de ce qui est étudié dans l'approche et la façon avec laquelle on étudie le phénomène. Donc voilà. Le positionnement épistémologique de l'islamismologie appliquée cherche à étudier tous les protagonistes de la radicalisation menant à la violence au nom de l'islam, à la fois ceux qui sont directement violents, ainsi que ceux et celles impliqués dans la théorisation, la justification et le blanchiment de cette violence. Même des chercheurs, il y a beaucoup de chercheurs français qui justifient, qui blanchissent la violence commise au nom de l'islam, comme François Perga par exemple. Ce positionnement épistémologique, plus conscient et plus assumé, on l'espère, à vous de nous le dire, peut contribuer en amont au discernement nécessaire pour mieux comprendre les impensés du phénomène de la radicalisation menant à la violence au nom de l'islam. Sachant fort bien qu'on peut nous aussi avoir nos impensés, hein? Donc on est très humble par rapport à ça, donc c'est pour ça qu'on présente et qu'on espère justement avoir un dialogue avec vous là-dessus. Il peut également contribuer à contrer la justification, la tolérance ou la banalisation de ce phénomène dans les communautés musulmanes ainsi que dans certains milieux de la communauté académique. Et évidemment, dans ce phénomène, quand on dit les communautés musulmanes, ce n'est pas nécessairement toutes les communautés musulmanes, et ça peut être des sections ou des parties de ces communautés musulmanes, donc ce n'est pas l'entièreté des communautés musulmanes non plus, donc à distinguer. Ce positionnement peut également servir à décoder les discours, les pratiques et les évolutions spécifiques et complexes de la radicalisation menant à la violence au nom de l'islam, tout en permettant d'approfondir et d'élargir une réflexion inter- et transdisciplinaire capable de mieux expliquer comment les sciences sociales et humaines peuvent aider à mieux comprendre, dans un premier temps, les dimensions complexes de la radicalisation menant à la violence au nom de l'islam, et dans un deuxième temps, de trouver des solutions contextuelles en évitant de blanchir cette violence en la justifiant ou en la banalisant. Donc, en fait, ce que nous cherchons à dépasser, c'est d'une part les interprétations orientalistes ou néo-orientalistes, culturalistes ou essentialistes, qui mettent l'emphase sur l'islam comme facteur explicatif principal, supposément, de la radicalisation menant à la violence, qui déjà donc réduit l'islam à l'islamisme. C'est ça ce qui est à éviter. Mais aussi, on cherche à dépasser les interprétations qui nient tout à fait le rôle des facteurs religieux et idéologiques
et qui recentre le débat autour de la marginalisation économique, sociale et politique comme facteurs principaux de cette violence. Comme si simplement le fait de grandir dans un quartier pauvre, avec différents degrés d'exclusion du système soit municipal ou national, peut finalement être ou expliquer principalement les raisons de cette élaboration de discours islamisme et d'actions menant à la violence potentiellement. Enfin, l'islamismologie appliquée appelle au dialogue entre toutes les approches et rester longtemps en vase clos, ayant étudié un ou plusieurs aspects du phénomène de la radicalisation menant à la violence au nom de l'islam. L'islamismologie appliquée vise une meilleure intégration de ces approches pour des finalités mieux définies, une compréhension améliorée et possiblement voie de solutions mieux adaptées. Voilà, donc en conclusion, on peut dire que l'islamismologie appliquée ne veut pas et ne peut pas supprimer les autres approches d'étude du phénomène de l'islamisme. C'est une approche parmi plusieurs, d'accord? Alors donc l'islamismologie appliquée, qui est une étude critique et pluraliste dans l'analyse du phénomène de l'islamisme, permet d'éviter à la fois l'impérialisme scientifique, ça veut dire de considérer qu'il existe une seule interprétation ou que toutes les autres sont des erreurs, et le pluralisme relativiste radical, où toutes les différentes approches seraient également recevables en dépit de leur degré de rigueur intellectuelle, qui peut mener à une sorte de faux égalitarisme épistémologique et méthodologique. Donc et ça, c'est une idée largement inspirée de Bertrand Lahire, le penseur français que je respecte beaucoup. Merci beaucoup. Merci.